Bien le bonjour à toutes et tous. Je vous en ai déjà parlé, donc voici sans plus attendre mon analyse de Homo Deus par Yuval Noah Harari. L'intention de l'auteur, qui est d'amener ses lectrices ainsi que ses lecteurs à la réflexion quant à la société de demain, et non de leur donner une version prémâchée de ce qu'elle peut ou doit devenir, dont le sort n'est pas de son ressort, ni de personne d'autre en tant qu'individu d'ailleurs, a été pour ma part complétée avec brio. Et je suis persuadé de ne pas être le seul à avoir le cerveau grouillant de questions après sa lecture, comme tout l'ouvrage durant. Yuval Noah Harari commence par nous expliquer que les famines et les guerres sont désormais désuètes. Non pas qu'elles en perdent de leur importance, bien au contraire. Si elles peuvent néanmoins persister de manière plus rare aujourd'hui, c'est d'autant plus anormal, puisque l'on aurait les moyens de les éradiquer, surtout la première, qui est celle injustement causée par l'extrême pauvreté de plusieurs millions d'individus dont est scellée l'existence du sceau de la malchance. Ces individus-là auraient très bien pu naître dans l'opulence en Occident, et à l'inverse, nous aurions pu connaître leur réalité quotidienne s'il en avait été autrement de la loterie sociale, sauf qu'il en a été différemment, et nous expérimentons chacun notre réalité propre. Pour appuyer son constat, il nous livre plus de détails sur la mortalité engendrée par l'une et l'autre de ces invectives à notre humanité. Il y a en effet plus de probabilité de mourir d'obésité que de sous-nutrition de nos jours. De la même manière, les suicides comptabilisent plus de décès que la guerre et le terrorisme combinés. Une première question se pose. Et si nous, ou nos gouvernements, réagissaient proportionnellement à chacune de ces attaques à notre intégrité? Dans les faits, on voit ceci, les gouvernements s'alarmer davantage du terrorisme que du suicide, mais reconnaître dans un système ô combien parfait que peuvent se suicider des individus, cela ne fait guère bonne presse. Étant donné que dorénavant, nous avons réussi à éradiquer en bonne partie la faim, la violence, mais aussi des maladies comme la variole ou la grippe espagnole, qui a été responsable de 50 à 100 millions de morts, plus que la Première Guerre mondiale, grâce à la prévention qu'offrent les vaccins, l'amélioration des services de soins et les progrès permis par les nombreuses recherches, alors nous avons plus de temps à nous demander quoi faire à présent. Cherchant à remplir notre nouvel agenda, bien que les enjeux à confronter ne manquent pas. Certains et certaines se demandent néanmoins comment arriver à contrer la mort, qui devient un obstacle technique à franchir. J'y reviendrai. Mais la science en elle-même n'a pas aidé à contrer la violence, et malgré le fait que de prime abord on puisse penser le contraire, moi le premier, la science n'a pas garanti aux humains que nous sommes une plus grande longévité non plus. Avant que la science moderne n'arrive à la rescousse, des êtres pouvaient déjà atteindre l'âge de 80 ans, ce qui était rare, certes, mais la médecine d'aujourd'hui, l'englobant depuis la seconde moitié du XXe siècle et même un peu avant, nous a permis de jouir, dans sa globalité, de notre espérance de vie naturelle, en prévenant les risques liés à la mortalité infantile et aux maladies infectieuses. La violence, quant à elle, a pu être réduite grâce à la confiance instaurée en un dogme supérieur, l'humanisme, qui place l'humain au cœur de ses projets, dont le plus connu est le libéralisme. L'humanisme existe en 3 formes distinctes qui sont décrites par l'auteur et qui depuis 1789, comme indiqué dans le livre, n'ont connu de réels rivaux, même si en France l'Empire fut restauré après cette date. À ce niveau-là, vous pourriez être tenté de m'objecter, en me rétorquant qu'il y eut le fascisme, puis le communisme, mais il s'agit là, aussi surprenant que cela puisse paraître, d'autres formes d'humanisme, à savoir respectivement l'humanisme évolutionniste et l'humanisme socialiste. La dernière forme est quant à elle la plus commune à ce jour. Il s'agit de l'humanisme libéral. Je reviendrai plus tard sur les distinctions entre ces 3 humanismes qui nous sont décrits dans Homo Deus. Durant les 70 dernières années, notre espèce a donc transgressé la loi de la jungle qui nous soumettait aux nombreuses maladies qui, au cours des 300 000 ans de notre histoire, décimèrent une large part de l'humanité, ainsi que la loi de Tchekhov, que l'on doit à Anton du même nom, et qui disait que dès qu'une arme apparaît au premier acte d'une pièce, celle-ci est inévitablement utilisée dans la troisième.
Or, avec l'arme nucléaire, est arrivé un nouveau concept, celui d'arme dissuasive. Mais comment avons pu en arriver là? En adoptant une vision rationnelle et non plus tournée vers des réponses mystiques, comme ce fut le cas avec les religions polythéistes, puis monothéistes, qui lorsqu'un événement se produisait, faisaient alors intervenir des forces supérieures et justifiaient leur malheur en se disant que si un mal arrivait, c'était qu'un tel Dieu ou un autre devait être en colère, et que si l'on faisait un sacrifice animal ou que l'on se repentait, le bien finirait par revenir inextricablement. Il ne fallait pas chercher à aller à l'encontre de tel ou tel malheur qui survenait. C'était naturel que cela se produise. On rationalisait la situation en invoquant un prodige parmi un autre, et ce qu'il fallait, c'était tenter de satisfaire au maximum l'entité à laquelle on croyait, mais jamais en l'objectant. D'une vision animiste tournée vers l'âme de tout ce qui entourait les chasseurs-cueilleuses, où il fallait dialoguer avec la nature et les animaux, l'être humain, en adoptant l'agriculture qui constitua pour lui une deuxième révolution il y a 10 000 ans, après la révolution cognitive d'il y a 70 000 ans, qui définit la structure de qui nous sommes aujourd'hui sur le plan biologique, refonda les mythes qui l'entouraient jusqu'à présent, à savoir la vision animiste. Désormais, l'être humain se concentra avant tout sur lui-même et les tâches qui accompagnaient son quotidien. S'occuper du bétail, cultiver, et faisant évidemment rentrer en ligne de compte différents dieux, avec chacun leur spécificité. L'un pour les champs, l'autre pour le beau temps, etc. Cette transition cruciale de par son importance, et non son caractère positif ou négatif que je ne jugerai pas, forgea l'histoire pendant plusieurs millénaires, mettant l'humain au centre d'un gigantesque plan cosmique. En revanche, l'humanisme, qui naît avec des penseurs comme John Locke, Jean-Jacques Rousseau ou John Stuart Mill, à partir du XVIIe siècle, adopte une vision radicalement différente, bien que gardant toujours l'humain au centre de son paradigme. Néanmoins, si je prends l'exemple d'un homme ou une femme trompant sa conjointe ou son conjoint, les deux pouvant être interchangés, au XIIe siècle, ce dernier ou cette dernière aurait pu et dû aller voir un prêtre, en confessant son péché, et celui-ci, en se référant à l'autorité de textes anciens et sacrés, lui aurait alors rétorqué que c'est mal, qu'il ne faut pas que cela se reproduise, et lui aurait demandé une compensation financière. Bien différemment, un humaniste comme Jean-Jacques Rousseau aurait trouvé la réponse en ses tourments, en cherchant, ouvrez les guillemets, dans les profondeurs de mon cœur, tracés dans la nature, en des caractères que rien ne peut effacer. J'ai seulement besoin de me consulter, en prenant compte de ce que je désire vraiment. Ce que je sens être bon est bon, ce que je sens être mal est mal. Fermez les guillemets. Si au XIIe siècle, le ou la responsable était allé voir le prêtre en lui disant qu'elle se sentait bien et qu'elle était amoureuse de l'homme ou de la femme avec qui elle avait une relation d'adultère, cela aurait envenimé la situation. Il était normal que la personne en question se sente coupable pour ses torts, et non le contraire. Or, une fois l'humanisme ancré dans l'histoire, c'est à chacun et chacune, en se référant à ce que lui dit son fort intérieur, et non à une autorité tierce, de se faire juge, bien qu'il soit de la liberté de tous, de demander avis à un ou une amie ou une psychologue. Voilà quelle est la principale divergence entre ce qui pourrait être considéré deux formes d'humanisme. Le premier par la religion d'un ou plusieurs dieux, et le deuxième par la religion de l'individu, Dieu étant mort, comme nous le rappelle Nietzsche, même si certains et certaines, par millions, continuent de lui vouer une foi sans pareille, sans aucun jugement de valeur. Pourtant, même la nouvelle vision, celle d'un humanisme libéral, qui nous est beaucoup plus naturel pour notre majorité, a aussi ses failles. À partir du troisième chapitre, l'on apprend en effet que la définition de l'individu tel qu'on le conçoit est obsolète. Se demandant quelle peut bien être cette fameuse étincelle qui garantit à l'humain sa supériorité sur les autres animaux, faisant en sorte que nous vivons actuellement dans une ère humano-centrée, l'anthropocène, on se rend rapidement compte que l'humain n'est pas aussi spécial qu'il prétend l'être. D'autres animaux, parmi lesquels se trouvent au moins tous les mammifères,
Les oiseaux et quelques espèces de reptiles possèdent également des émotions complexes, parfois plus que les nôtres, bien qu'il nous soit impossible de savoir ce que ressent une chauve-souris ou une baleine, qui ont toutes deux des attributs que l'on n'a pas. Nous ne sommes pas non plus les seuls à fabriquer des outils. Ce qui nous différencie principalement du règne animal étant le fait que l'on soit capable de s'organiser de manière beaucoup plus flexible et complexe dans nos rapports interpersonnels, pouvant donner lieu à une coopération entre millions d'individus partageant un même mythe. Comme les fourmis, les abeilles ont beau jouir d'un mode de coopération complexe, elles n'ont jamais pris la décision de guillotiner l'une de leurs reines à un moment donné de leur histoire et d'instaurer une république à la place, malgré le fait que la nature leur a laissé davantage de temps que nous. On apprend aussi que le libre arbitre n'est qu'une lubie de l'esprit, esprit que les scientifiques ont encore du mal à cerner. En effet, nos décisions sont soit déterministes, soit aléatoires. Avant même que l'on en ait pris une, l'imagerie cérébrale est capable de prédire quelle sera notre réponse. De plus, pour revenir à la définition d'individu, du latin individuum signifiant indivisible, celle-ci a également été démontrée obsolète par des scientifiques. Il n'y a, pour ainsi dire, pas une seule entité à l'intérieur de ce que l'on appelle je, mais bien deux, qui sont respectivement le moi narratif et le moi qui expérimente. L'individu est donc divisible, et devient ainsi dividu, même si l'on reste toutefois unique. Mais quelles implications cela peut-il bien avoir? Il s'avère que nous sommes beaucoup plus manipulables que l'on ne le pense, ayant en plus, entre les deux oreilles, un organe qui n'en fait qu'à sa tête, ce dont on s'est plus amplement rendu compte en inspectant les patients atteints d'épilepsie dès la moitié du XXe siècle. L'épilepsie, qui atteint d'abord une partie du cerveau avant de se répandre à son entièreté, était arrêtée en coupant le névrax, ou système nerveux central, qui sépare les deux hémisphères. Plus tard, en 1981, le professeur Walcott Perry et son étudiant le professeur Gazzaniga obtiendront le prix Nobel de physiologie et de médecine pour leurs travaux sur le cerveau et ses différentes régions en investiguant davantage sur celles-ci. Le moi qui expérimente va se souvenir de l'expérience dans sa globalité, tandis que le moi narratif va quant à lui garder en tête le summum ou le pic et la finalité d'une expérience. Sans rentrer dans les détails, Daniel Kahneman, prix Nobel de sciences économiques, d'où oxymore, en 2002, et reconnu pour ses nombreux travaux en psychologie, a lui aussi mené des expériences, dont l'une démontre bien les divergences existant entre nos deux entités intérieures. Un premier groupe a eu une main plongée dans de l'eau à 14 degrés Celsius pendant 60 secondes. Un deuxième groupe répète la même expérience, mais au bout de 60 secondes, et secrètement rajouté de l'eau chaude pour monter la température globale de l'eau à 15 degrés Celsius. Au bout de 30 secondes supplémentaires, les candidats de la longue expérience peuvent retirer leurs mains. Les deux groupes font les deux expériences et on leur demande ensuite quelle expérience ils ou elles souhaiteraient recommencer. 80% choisissent alors l'expérience la plus longue. Pour le moi qui expérimente, il est pourtant plus logique de choisir celle qui était la moins étalée dans le temps. L'eau a été froide tout le long, mais l'expérience était plus courte, et donc peut sembler plus souhaitable. Néanmoins, le moi narratif, lui, se souvient qu'au bout d'une minute, l'eau s'est à peine réchauffée, ce qui mène à une moyenne pouvant sembler plus acceptable. Et comme je le disais plus tôt, celui-ci se souvient avant tout du pic et de la conclusion, et c'est lui qui mène avant tout le centre décisionnel de notre personnalité, et non le moi qui expérimente, qui lui, comme je le rappelle, se souvient de toute l'expérience. À la place, on se sert de bribes d'histoire, on se remémore les moments les plus marquants, et on reconstruit une nouvelle histoire à partir de ce que nous dit notre moi narratif. Le cerveau n'étant qu'un ensemble de processus biochimiques que l'on peut résumer à un algorithme organique et que certains et certaines espèrent pouvoir contrôler, d'autres expériences ont ainsi été menées sur celui-ci, notamment par l'armée américaine
qui a implanté des micropuces dans le cerveau de certains soldats, dans le but de réduire le stress post-traumatique, et espère démocratiser cette méthode à l'avenir. Le but est aussi d'améliorer les capacités cognitives en réduisant les doutes qui nous sont inhérents, en éliminant les émotions qu'un humain normalement constitué ressentirait en voyant s'approcher à toute vitesse des individus armés de bombes. Mais pour des raisons éthiques, les puces ne sont qu'implantées qu'en des circonstances extrêmes, du moins pour aujourd'hui, rien ne nous garantissant que cela ne sera pas la norme demain. À la place, sont utilisés des casques avec des électrodes, et Sally Hadi, une journaliste du New Scientist, fut autorisée à tester l'un d'entre eux. Ayant accompli la simulation avec et sans le casque, celle-ci s'est sentie merveilleusement bien le portant, et dans les jours et semaines qui suivirent, sa seule envie était de réitérer l'expérience, ce qui l'amenait à se questionner et à se dire que ce qui a fait que le monde s'est effondré sous mes pieds, c'est que pour la première fois de ma vie, tout s'est tué à l'intérieur de ma tête. Mon cerveau, sans le doute de moi-même, fut une révélation. Il y avait soudain ce silence incroyable dans ma tête. J'espère que vous pouvez sympathiser avec moi si je vous dis que dans les semaines suivant mon expérience, ce que je voulais avec le plus d'acuité, c'était d'y retourner et de remettre ces électrodes. Cela donne la chair de poule, et peut à la fois et paradoxalement donner envie. Pourtant, au moment où l'auteur écrit en 2016, on peut sans trop de doute supposer que la technologie s'est améliorée aujourd'hui en 2022. Les risques liés à ce genre d'expérience sont encore largement méconnus, les tests ayant été réalisés dans des conditions et sur une population précise. Que pourra-t-il donc advenir des forces armées humaines? Les militaires se spécialisent de plus en plus et font d'ores et déjà face à la montée croissante des algorithmes non organiques dans leurs rangs. Un outil peut avoir de multiples usages. Ce n'est pas parce que l'on en arrive à un monde dirigé par les données que celui-ci sera forcément dystopique. Mais un Hitler ou un Staline contemporain s'empresserait sûrement de développer une armée de robots qui ne rechigneraient jamais à accomplir les ordres de leurs supérieurs, contrairement à des humains à qui l'on ne peut réellement se fier et qui peuvent éventuellement succomber aux doutes et aux émotions, bien qu'on veuille aussi minimiser au maximum leur impact en utilisant divers moyens techniques énoncés plus haut. Alors que les machines commencent aujourd'hui à nous rattraper sur le plan intellectuel, on peut se demander si notre conscience sera suffisante pour nous maintenir sur le marché du travail. Si je suis un chauffeur de taxi, j'aurai évidemment des attributs qui me distinguent d'une intelligence artificielle. Je peux apprécier la musique que j'écoute, tout en conversant avec mes passagers, me délecter de la brise fraîche qui me parcourt l'échine lorsque j'ai la fenêtre ouverte et qui me fait vagabonder l'esprit. Tout cela, une machine en serait incapable. Mais si l'objectif est d'amener des passagers d'un point A à un point B, de la manière la plus économique qui soit, alors je ne pourrai prétendre rivaliser avec elle, et tous mes collègues et moi-même auront beau protester, il n'y aura plus de place pour nous ainsi qu'un nombre croissant de travailleurs et travailleuses. Selon une étude réalisée en 2013 par des chercheurs d'Oxford, il est en effet probable à hauteur de 99% que les métiers liés à la rédaction d'assurance et aux sollicitations par téléphone ou télémarketing disparaissent d'ici 2033. 98% pour les arbitres sportifs, 80% pour les caissiers et caissières, 96% pour les chefs cuisiniers et cuisinières, 94% pour les serveurs et serveuses, etc. Le tout d'après un algorithme avec lequel ils ont réalisé leurs recherches. Seuls quelques métiers, comme celui d'archéologue, y échappent avec 0,7% de probabilité qu'ils soient remplacés par des automates, car cela demande une reconnaissance sophistiquée de modèles précis. Et de plus, les profits générés ne sont pas mirobolants. Évidemment, d'autres métiers apparaîtront aussi, mais ils demanderont une spécialisation toujours plus aiguillée pour pouvoir rivaliser avec nos concurrentes les machines, qui auront peut-être le mérite d'accentuer la solidarité humaine, comme en 2011, lors du mouvement Occupy Wall Street et de la révolution égyptienne, qui ne remettait pas en question l'humanisme libéral, mais se plaignait davantage de son absence dans le monde physique. Il est peut-être aussi venu le temps
d'enfin nous débarrasser de l'esclavagisme salarial. Qu'est-ce, alors, que l'humanisme libéral, ainsi que ses sœurs évolutionnistes et socialistes? L'humanisme libéral a émergé avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui reconnaît les droits de toutes et tous en tant qu'individus naissant libres et égaux et égales en dignité et en droit. Il reconnaît la liberté de chacune et chacun et ne voit pas de mal dans les inégalités, car au préambule, il donne une chance équivalente à toutes et tous. Celui-ci est cependant défait par son absence dans le monde réel, ainsi qu'au niveau scientifique. Cette religion qu'est le libéralisme, je vais m'expliquer un peu plus loin, ne succombera peut-être pas de sitôt au fait de ses détracteurs qui remettent en question sa légitimité ou la validité de la notion d'individu, tout comme ont su se préserver les autres religions monothéistes, bien après que Nietzsche nous ait dit que Dieu n'est plus. Les deux autres formes d'humanisme renient la première qui est jugée fausse. L'humanisme socialiste, centralisateur, attaque les libéraux en disant que ceux et celles-ci se concentrent trop sur l'expérience singulière d'un individu et ce qu'il ou elle ressent, sans tenir compte de ce que les autres, subissant nos émotions, expérimentent. L'humanisme évolutionniste repose quant à lui principalement sur la thèse darwiniste de l'évolution des espèces. Le conflit entre et interespèces est acclamé plutôt qu'ignoré. Il considère que des humains sont supérieurs à d'autres et insiste sur ces distinctions qu'il faut encourager et non tenter de résorber. Pour correctement saisir les principales divergences entre ces mouvements qui sont des religions, au sens où celle-ci, la religion, n'a pas forcément besoin d'un Dieu, étant de surcroît créée par des humains, et qu'elle se définit par sa fonction sociale, et non l'existence de déités, étant une histoire englobant tout ce qui confère aux lois humaines, leurs normes et valeurs, une qualité supra-humaine, nous dépassant. J'utiliserai donc l'exemple employé par l'auteur dans son ouvrage. Pour observer comment ces trois formes d'humanisme se distinguent, Yuval Noah Harari utilise l'exemple de la 5e symphonie de Beethoven, la musique Johnny B. Goode de Chuck Berry et un chant initiatique des Pygmées. Pour un libéral, chacune de ces musiques a la même valeur et enrichissent le monde à leur manière. Certaines et certains préféreront la musique classique, d'autres le rock, et d'autres encore les chants traditionnels africains. C'est à chaque individu de définir ce qu'il ou elle préfère. Pour un ou une socialiste, la valeur de chacune de ces musiques ne repose pas sur l'expérience que chacun et chacune peut en faire, mais sur l'expérience globale qu'elle réussit à créer. Celui ou celle-ci argumentera que Beethoven a composé sa musique pour la haute classe, que Chuck Berry et le rock sont issus de mouvements afro-américains, tandis que le chant initiatique préserve le patriarcat à travers des dogmes anciens qui légitiment la domination de l'homme sur la femme. Laquelle de ces trois musiques est alors la meilleure? Ne le demandez pas à moi, mais au commissaire de la culture du parti. Pour l'évolutionniste, il s'agira d'abord de nous faire remarquer que comme pour chaque espèce, l'humain n'est pas exempt des forces de l'évolution, et par conséquent, il ou elle dira sans aucun doute que Beethoven détient la palme, chaque expérience ayant sa propre valeur, les peintures de Lascaux étant supérieures aux gribouillis de Néandertal, comme les fresques de Michel-Ange sont meilleures que les dessins de ma nièce de 3 ans. Toutefois, à mes yeux, je trouve peut-être ces derniers d'une plus grande valeur, mais quel intérêt, si en tant qu'individu, je n'ai plus de valeur. Le libéralisme et sa légitimité s'effritant, il s'agit là d'un des risques possibles auxquels nous pourrions être confrontés face à la montée inexorable de la technologisation de la société. Pendant un temps, les individus furent utiles à la société, et dès le XIXe siècle, Otto von Bismarck prit des mesures sociales pour améliorer le sort de chacun et chacune, étant donné que ces derniers et dernières constituaient une force travailliste et également militaire pour les êtres masculins. Néanmoins, face à la montée en puissance de l'intelligence aux dépens de la conscience, ce qu'il nous reste alors que l'intelligence de l'informatique et ses algorithmes parviennent d'ores et déjà à nous dépasser, qu'avons-nous pour nous faire valoir quand même des professions comme la médecine ou l'art deviennent le porte-étendard d'une intelligence qui nous surpasse et qui est aussi douée d'une forme de talent artistique?
Selon l'auteur, alors que l'individu perd de son utilité militaire et économique, les gouvernements vont leur attacher une importance moindre, bien que trouvant toujours une valeur dans l'humain collectivement et non plus individuellement, hormis pour une poignée d'humains avancés qui parviendront toujours à exercer une certaine influence en s'accaparant les dernières prouesses technologiques qui ne seront pas accessibles à l'individu lambda comme vous et moi. Même si un individu qui se situe dans une couche de la société inférieure de par son rang social parvenait à s'approprier un modèle de puce électronique et à s'insérer dans le cerveau pour un coût acceptable, il ne serait pas en sa capacité de s'acheter continuellement, tous les 18 mois, le nouveau modèle dernier cri, dans une société où les technologies du numérique évoluent de manière exponentielle. L'individu lambda pourra-t-il, aussi, continuer de mettre à jour son antivirus qui sera nécessaire dès lors que l'on voudra connecter nos corps à travers des nanotechnologies. Il y aura de fait beaucoup plus d'inégalités qui seront engendrées par un tel système, qui à ce jour n'est pas encore en vigueur. C'est justement en ce moment, alors que cette nouvelle société en est à son avènement, qu'il faut prendre le temps d'en discuter collectivement, ce que l'auteur nous invite à faire, en concluant son ouvrage avec diverses questions. Mais avant de conclure, il faut revenir à ces géants de la Silicon Valley, communément appelés transhumanistes, car il s'agit réellement pour eux, et plus rarement elles, de transcender la condition humaine, en ni plus ni moins que l'annihilant, espérant contrer la mort, ce qui pose un débat immense. Alors que l'on peut voir notre ennemi arriver au loin, ce n'est pas lorsque celui-ci a finalement atteint notre porte qu'il faut s'en étonner et commencer à réagir. C'est en étant préparé que l'on est le mieux protégé, et il faut dès aujourd'hui lancer la discussion si nous ne voulons pas être pris de court. Les nouveaux techno-humanistes reconnaissent toujours l'importance ainsi que la supériorité de l'humain, et ce dernier tendant à être dorénavant surpassé par la technologie. Ils et elles visent à rendre les humains plus performants en leur injectant des micropuces et autres joujoux d'univers cyberpunk, ce qui se fait déjà à une échelle infime dans les deux cas. Encore une fois, la question est de savoir qui aura accès à ces outils, mais l'on se rapproche dangereusement des projets d'eugénisme, de l'humanisme évolutionniste. Dans leur monde idéal, les techno-humanistes avancent le fait que chacun et chacune pourra y avoir accès, et que ces nouveaux technologies-là serviront les intérêts fondamentaux du libéralisme, à savoir la liberté et l'égalité de toutes et tous devant la loi. Non loin se trouvent les dataïstes, et non pas les dadaïstes. Ces premiers, qui ici nous intéressent, prônent une liberté totale de l'information. De prime abord, tout le monde ou presque signe. Ce courant, aujourd'hui largement répandu dans les diverses branches scientifiques, on va voir pourquoi, repose sur différents préceptes, dont le plus important est que tout ce qui nous entoure est traductible en données pouvant ensuite être exploitées, non pas par l'humain, mais par les machines qui nous accèdent désormais. S'il séduit, ce courant, c'est parce qu'il parvient entre autres à relier entre elles les différentes disciplines scientifiques qui tendent à travailler chacune dans leur coin à l'habitude, mais dorénavant, en transformant le monde en données, il est plus facile de coopérer, puisque dans chaque camp se trouveront des machines pour analyser ces données et les restituer à des individus. En second, comme je viens de l'énoncer, le dataïsme repose sur la liberté de l'information et nous enjoint à partager toutes nos données qui représentent une force supérieure irrésistible. Dans cet univers-là, l'humain est seulement en position de force par rapport à d'autres animaux, car il est en mesure de produire davantage de données qu'une mouche ou un dauphin. Déjà aujourd'hui, les données sont le nouvel or rose, et l'on partage sans vergogne des quantités astronomiques d'informations nous concernant à des algorithmes capables d'analyser avec une acuité dépassant la nôtre, notre personnalité et celle de nos proches. Une information qui ne serait pas partagée n'aurait aucune valeur, et ce nouveau système aurait pour objectif de convertir tout le monde à sa nouvelle religion, puisque si l'on refuse de se plier à la supériorité de l'ubiquité informatique, de l'Internet des objets et des outils comme Google Flu Trends, là pour prévenir les nouvelles éclosions de maladies infectieuses, en analysant nos recherches, et peut-être un jour tous nos messages pour assurer un meilleur fonctionnement de son service, on en perdra alors toute la valeur qu'il nous reste,
si l'on ne veut pas se conformer à cette nouvelle entreprise pharaonique. Dans le futur, chacun et chacune sera confronté à des choix cruciaux et nous ne pouvons nous permettre de faire ces choix-là dans notre coin. Bien qu'il faille aussi y réfléchir de manière individuelle, nous ne pouvons ignorer le collectif. La société est en proie à des enjeux toujours plus nombreux et la confiance dans le système néolibéral s'érode. Serons-nous plus en accord avec nous-mêmes lorsque des machines nous connaîtront mieux que nous nous connaissons et pourront prendre des décisions à notre place de façon plus précise que l'on ne le pourra jamais? Que nous apporte le doute, dont Saliadi nous raconte que sans cela, la vie est jouissive, du moins dure un court instant. Que nous apporte le doute, dont Saliadi nous raconte que sans cela, la vie est jouissive, du moins dure un court instant. Tout peut-il être converti en données, où certains éléments lui échappent? L'intelligence a-t-elle plus de valeur que la conscience, ou est-ce l'inverse? Je vous enjoins à rejoindre les commentaires, afin que nous en discutions ensemble, dans le respect d'autrui. Votre humble serviteur.